Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour la dernière production de l'année 2025 de votre programme panafricain Ourou Africa. Vous le savez, Ourou Africa, c'est le lieu d'échange sur les problématiques panafricaines, sur les problématiques africaines, où justement on s'interroge, on questionne, mais surtout on met l'Afrique en avant dans la qualité des échanges. Et ce soir, nous allons profiter d'un anniversaire, l'anniversaire des 80 ans du franc CFA, pour nous interroger justement sur la présence éternelle et continue de cette monnaie sur le continent africain. Est-ce véritablement le dernier vestige de la colonisation, lorsque l'on sait que cette monnaie qui est créée en 1945 par le général de Gaulle est là jusqu'à aujourd'hui, elle est là pour représenter un certain passé sur le continent. Ce soir, sur Ourou Africa, on va s'interroger sur cette monnaie, sur cette présence, sur justement sa capacité à produire ou alors à induire l'Afrique dans des cimes qui ne sont pas propices à son développement. C'est Ourou Africa, dernière production de l'année 2025. Elle sera donc un tout petit peu spéciale dans son contenu et dans son déroulé. C'est pour cela que je m'en vais tout de suite introduire ceux qui vont nous accompagner. Non, je prends d'abord le break pour plus de maturité. Retour sur le plateau de Ourou Africa, la maturité est véritablement recherchée sur ce plateau. C'est pour ça que je m'inspire des anciens et c'est pour ça que je me mets sur les traces du patriarche François Bikoro qui nous accompagne ce soir. Bonsoir patriarche. Bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui depuis près de 5 ans aujourd'hui nous suivent dans notre quête de maturation d'une masse critique populaire et politique africaine. Patriarche, nous sommes dernière production. Quel souvenir, puisque nous sommes en train de conclure l'année 2025. Non, d'abord la chance que nous avons eue d'être parmi les gens qui vous ont accompagnés. Parce que ce n'est pas donné, l'histoire retiendra que la jeunesse africaine émergente a décidé de prendre son destin en main. Pas en traversant la mer pour aller faire face aux crocodiles, mais en restant dans les pays africains pour combattre l'invasion des pays occidentaux. C'est quand même assez curieux que vous fuyiez votre manne et d'autres font les avions, les bateaux pour venir chez vous. Oui. Vous choisissez d'aller à la nage pour aller laver les cadavres chez eux. Nous sommes très contents aujourd'hui que vous au moins vous avez accepté de porter chaque matin que Dieu a créé pour votre pitance quotidienne les 5, 14, 20 sacs de ciment sur votre dos. Ça revient à la même énergie que l'autre fait pour traverser la mer. Je voudrais ici saluer très chaleureusement le promoteur de cette télévision, qui est d'ailleurs un magnat de la presse africaine. Vous savez qu'on n'en trouve pas beaucoup. Il y en a d'autres qui prennent nos maigres énergies pour importer chaque jour les cure-dents, les sardines avariées, les viandes avachies, qui font 3 mois dans le bateau pour être vendues ici. Et puis 3 mois après, on vous envoie des hôpitaux qu'on a démantelés chez eux pour soigner une maladie qu'eux-mêmes, ils ont envoyée à travers la grande consommation. Je voudrais rassurer la jeunesse africaine, principalement celle camerounaise, parce que le Cameroun est un continent, qu'en réalité nous demandons pardon. Nous avons posé un certain nombre d'actes qui étaient conjoncturels, mais nous avons souvenance que le tirailleur sénégalais, qui était plus analphabète, entre guillemets, était allé en Europe pour sauver l'Europe de cette vacuité intellectuelle et de solidarité qui consiste à régler les problèmes avec les armes. Il vous souvient que l'Afrique a sauvé l'Europe 2 fois. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous allons continuer à sauver les autres. Mais ce ne sera plus en passant par les cales de bateaux. Ce sera au niveau intellectuel, mais surtout dans la recherche d'une identité culturelle africaine, qui fait en sorte que lorsqu'on arrive au marché du donner et du recevoir, que vous n'ayez pas la haute de l'autre. Parce que s'il a plus d'argent que vous, il est tenté de vous dire, comme j'avais un peu plus d'argent, remettez-moi ma haute. Tout ce que vous avez acheté va rester au niveau du marché. Je ne vais pas vous souhaiter bonne année, parce que la jeunesse africaine a déjà souhaité bonne année. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc est une rencontre de la jeunesse, qui nous donne de baume au cœur et de la joie. Merci. Et qui nous rassure que si nous on a échoué et ils ont pris conscience, le cadeau de Noël que les Lions Indomptables vous ont donné,
me permet de dire aujourd'hui merci à mes enfants. Merci François Bikoro, le patriarche sur Ouro Africa, qui justement nous fait une lecture assez particulière de l'année 2025. Autre acteur qui nous a accompagnés durant cette année qui s'écoule, le docteur Jean-Moïse Mbok. Il est une fois de plus parmi nous. Il est désormais dans l'arène politique parce que le combat, c'est sur toutes les strates. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à top management du groupe La Météo, bonsoir à toutes les équipes techniques qui tout au long de l'année nous ont accompagnés. Bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Vous savez que nous sommes véritablement suivis. Oui. Ailleurs, c'est avec beaucoup de bonheur. Il faut même beaucoup remercier ces pays, Voilà. la sous-région Voilà. qui quasiment ont fait de Ouro Africa leur émission préférée. Au Congo, Brazzaville, le Gabon, surtout, le Tchad, la RDC, la Côte d'Ivoire aussi, où justement ce qui est dit sur ce plateau fait abondamment réagir. Comment leur dire merci, Jean-Moïse Mbok? Voilà, comment leur dire merci déjà en leur disant comment nous comprenons cette participation aux émissions que nous présentons, c'est l'unité africaine en construction. L'unité africaine en construction, parce qu'il y a des chaînes de télévision chez eux, il y a des émissions chez eux, Oui. mais ils ont choisi de nous accompagner, comme nous aussi, nous suivons les différentes chaînes de télévision de chez eux. L'Afrique est un continent particulier qui se construit à sa manière, à sa façon, mais vous allez vous rendre compte justement que les éléments comme la CAN, c'est les éléments de rencontre de la jeunesse, c'est des moments de partage. Je suivais encore un documentaire hier où les Algériens, quand ils arrivent au Maroc, pourtant, on avait des tensions avant. C'est la paix, c'est l'accalmie, c'est la tranquillité. C'est effectivement une fête. On aura des gens qui vont essayer de montrer les Africains les uns contre les autres. Mais il y a Ouro Africa et les différents panélistes qui participent à ce type d'émission qui rappellent qu'il y a les Afriques dans l'idéologie, mais il y a l'Afrique dans la dynamique, dans le construit. Parce que nous sommes de ceux qui voulons réussir au rendez-vous du donner et du recevoir, qui est la mondialisation. Je veux donc sortir en rappelant aux Camerounais en interne qu'il n'y a plus aujourd'hui ni Bamileke, ni Bassa, ni Betty. Cette folie est passée pendant les élections. Aujourd'hui, nous sommes tous Camerounais. Je souhaite désormais sur les plateaux de télévision, quand on parle de politique, qu'on arrête d'attaquer une tribu, qu'on arrête d'attaquer les autres. Franchement, on a tout à gagner, à se mettre ensemble et à évoluer. Si on veut revendiquer, revendiquons ensemble. Si on est d'accord, serons d'accord ensemble. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok. Autre acteur, lui, c'est la société civile qui l'interpelle en premier. Jean de Dieu Evuna nous a accompagnés durant cette année de façon quasi permanente. Bonsoir, bonne année, docteur. Bonsoir, bonne année par anticipation, Monsieur Mbarga, bonne année aux co-discutants, bonne année à vos milliards de téléspectateurs qui nous ont accompagnés tout le long de l'année. Je voudrais saluer comme ça d'autres pays qui nous regardent, le Burkina Faso, le Ghana, surtout ces deux pays qui ont su capitaliser un domaine assez stratégique en ce moment, qui fait beaucoup de bénéfices à l'Afrique, le domaine de l'or. Voyez-vous, le Ghana seul a pu sécuriser sa production d'or artisanal à hauteur de 5 000 milliards, soit 85% du budget d'un pays de la sous-région Afrique centrale. Et nous regardons encore du côté du Burkina Faso, la nationalisation et la production nationale ont pu permettre à ce pays de pouvoir engranger des fonds et des devises pour lancer son économie et particulièrement son industrialisation. C'est des choses à louer, c'est des choses où à Ouro Africa, nous devons en parler et encourager et interpeller les uns et les autres qui craignent encore de pouvoir ouvrir l'œil sur ce domaine-là, parce que l'Afrique, c'est aussi cette capacité de faire jouir de ses richesses à ses propres enfants, et c'est notre rôle en tant que société civile, en tant qu'acteur observateur, et nous proposons que les choses s'améliorent ailleurs. Merci Jean de Dieu Evuna, que les choses s'améliorent. C'est vrai que le domaine de l'or
fait couler beaucoup d'encre et de salive sur le continent. On voit, alors que certains se félicitent, d'autres pleurent des quantités volatilisées. On va essayer justement de pointer, de mettre un accent sur la capacité, sur le potentiel minier des pays africains qui, grâce à ce potentiel-là, sont capables justement de sortir de cette pauvreté ambiante qui est leur lot au quotidien. Lui, il est journaliste et lui aussi nous a accompagnés depuis tant d'années, Simon Messengue, que vous êtes présent sur les différentes estrades de Info TV. Bonne année et surtout bienvenue sur le plateau de Ouro Africa. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, surtout les Africains qui nous regardent. Il faut noter une chose, l'Afrique, les traditions, la sagesse, qui parle de sagesse en Afrique, parle des grands âges. Et le pays, le Cameroun, qui a à sa tête un homme ayant un grand âge, un bel âge, le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a gratifié d'un mandat de plus ensemble. Et donc, je voudrais saluer ici alors, les jeunes. Simon Messengue, je vais vous retirer la parole juste une minute, le temps d'être en parfaite synchronisation avec notre réalisation. On va plutôt aller du côté d'un autre qui lui aussi désormais est présent. On reviendra vers vous, il n'y a pas de souci, Simon Messengue. Timothée Somba, vous êtes quasiment un officiel sur Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à nos milliards de téléspectateurs, mes vœux de fraternité que j'exprime de façon chaleureuse à tous mes copanélistes que j'ai le bonheur de retrouver sur cette esclade hautement élitiste. C'est un bonheur immense d'avoir participé à cette agape vespérale qui chaque semaine alimente l'Afrique en termes de contribution à l'évolution de la masse critique africaine. J'aime souvent à dire que nous ne venons pas ici en tant que meilleurs érudits du continent, mais nous venons partager avec ceux qui nous regardent, nous, les téléspectateurs, notre lecture de l'actualité africaine, panafricaine et parfois nationale. Sauf que, comme disait un auteur, lorsque je parle de moi, je pense que c'était Victor Hugo, que lorsque je parle de moi, je parle des autres. Oui. Ce qui fait que lorsque nous nous appesantissons sur un pays, c'est qu'en réalité, nous transposons cette réalité à d'autres pays africains. J'espère avoir été à la hauteur durant plus d'une année des attentes des téléspectateurs et je me réjouis de ce que Ouro Africa est debout, comme le Cameroun. Ouro Africa continue de faire son bonhomme de chemin et je serai tout aussi heureux qu'au cours de l'exercice 2026, je fasse partie des meubles de cette émission devenue un culte pour l'Afrique tout entière, un culte pour le Cameroun. Je m'en voudrais de ne pas adresser un coucou particulier au top management d'Info TV qui, à travers vous, ne cesse de me renouveler sa confiance. Je me réjouis de partager ce plateau avec un patriarche. Et quel patriarche, le doyen François Bikoro, dont la lecture de l'actualité africaine, avec la méthode historique, nous font toujours partie d'ici chaque lundi soir ayant appris quelque chose, non pas de nouveau, mais quelque chose d'original. Il fait donc partie de ces doyens-là qui se sont constitués, qui ont su s'ériger en véritable bibliothèque de l'Afrique. Je ne vais pas attendre qu'il ne soit plus là pour lui rendre hommage. Nous devons apprendre à rendre hommage à nos élites du temps de leur vivant. Doyen Bikoro, que Dieu vous prête longue vie, parce qu'à travers vous, la jeunesse africaine gagne beaucoup. Et nous qui avons l'honneur de partager les plateaux avec vous, savons à quel point vous êtes précieux, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique. Je me plais souvent à me remémorer de ces scènes au cours desquelles je regardais une chaîne concurrente, alors que vous parliez alors l'espagnol pour décrire certains phénomènes sociaux.
Et puis, je me rends compte que j'ai réussi à passer plus d'1 an à vos côtés. C'est la preuve que le travail que vous faites est un travail qui porte. Vous avez formé des générations de jeunes qui, je ne vais pas dire vous imitent, mais qui sont inspirés par vous. Et chacun de ces jeunes s'identifie à vous, mais réussit à se frayer son chemin dans cette Afrique plurielle qui a besoin des intelligences plurielles pour que nous ne nous trompions pas de combat. Merci Timothée Essomba pour ces mots chaleureux à l'endroit de celui-là qui aime désormais signer de façon particulière le patriarche. Il aime bien dire le père des enfants patriotes. À chaque fois que je le lis, ça m'amuse un peu. On va donc, tout en nous alignant derrière vos propos, cher Timothée Essomba, souhaiter la bienvenue à celui-là aussi qui nous aura accompagnés durant cette année. J'ai évoqué Simon Messengue. C'est un journaliste connu et reconnu sur la scène médiatique au Cameroun. C'est un homme politique qui a la particularité d'être défenseur justement de la thèse, de la cause, des causes africaines. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Simon, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs une fois de plus. Mon bonheur est vraiment immense de nous retrouver ici en cette veille de Nouvel An. Je m'inscris totalement derrière les propos de Timothée Essomba. Quand il célèbre le patriarcat, il célèbre le patriarche, il célèbre la sagesse. Et justement, c'est cette sagesse qui gouverne le Cameroun depuis 43 ans. Et nous sommes toujours fiers, nous, d'être ceux-là qui sommes les disciples, qui sommes les élèves de ce grand patriarche. Et nous sommes fiers de saluer aujourd'hui les jeunes et les femmes qui l'ont plébiscité pour finaliser le travail qu'il a commencé. Et donc, nous remercions ces jeunes-là. Donc, selon vous, on est en phase de finalisation désormais? Oui, nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035, l'émergence du Cameroun, donc faire du Cameroun un État, nouveau pays industrialisé. Donc, nous sommes à la dernière phase. Et donc, de ce fait, nous saluons dans ces jeunes-là et ces femmes qui ont cru en lui et qui ont fait de lui, qui lui ont renouveler sa confiance à nouveau le 12 octobre dernier. Dès que je l'ai dit, il faut saluer les médias camerounais. Les médias camerounais aujourd'hui dans le monde sont comme un bouclier pour ce pays. Beaucoup de personnes ne savent pas, davantage les médias privés. Et en parlant de médias privés, on ne peut pas citer de médias privés au Cameroun sans citer Info TV. C'est donc l'occasion pour nous également de saluer le PDG. Notre patriarche également, Dieudonné Mbeng, qui a fait de ce groupe, le groupe La Météo, un groupe qui porte dans la sous-région Afrique centrale, qui porte tout simplement dans le continent africain. Nous lui demandons davantage de continuer dans ce sens, à défendre à travers le contradictoire qu'il fait ici, c'est-à-dire de donner la parole à tout le monde, mais de permettre à ce que seul le débat et non la bataille prime. Donc, nous disons que il faut qu'il continue de plus belle et surtout, moi mon plaidoirie pour cette année, c'est de demander aux dirigeants de donner plus de moyens aux médias privés. On s'est bien rendu compte que sans ces médias privés, on ne serait pas toujours en toute quiétude comme on l'est maintenant. Parce que ce que les autres nous servent ailleurs, c'est pratiquement ce qu'on appelle le mille collines. Donc, donnons les moyens à nos médias privés pour continuer à promouvoir cette liberté qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes dans un état de droit où tout le monde peut dire ce qu'il pense sans toutefois détruire les acquis que nous avons participé à bâtir ensemble. Je salue l'Afrique et je nous salue tous. Merci. Merci Simon Messengue pour justement votre plaidoyer pour que les médias
formule privée, puisse mieux exister à travers un appui plus conséquent, à travers un appui qui permettrait à ce que cette fonction de bouclier et de sentinelle en termes d'information sur le continent puisse continuer à être la nôtre, pour que nous puissions continuer à protéger justement ce continent. Alors, je l'ai dit, ce soir, pour la dernière production de Ouro Africa de l'année 2025, on va prendre le prétexte. Ce prétexte, c'est heureux ou malheureux, ça dépend du pendant sur lequel on s'accroche, de l'anniversaire du franc CFA. On parle de 80 ans. Mathias Bikoro, je me tourne vers vous. Votre expérience va nous guider dans la réflexion de ce soir. Alors, le panafricain que vous êtes, lorsqu'on vous dit qu'il y a au moins 4 générations d'Africains, ou 5, ça dépend, depuis 45, qui sont sous, ou alors qui utilisent ce franc CFA-là, qui, à la base, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous sommes en 2025, les indépendances se sont passées par là, vent de démocratie, discours de la Baule, mur de Berlin et autres, mais que les pays africains continuent toujours d'être assujettis à ce franc CFA. Quel est votre sentiment lorsque vous observez tout ça? Non, d'abord un sentiment de fierté d'avoir pu survécu 80 ans et se permettre de tutoyer le monde comme on le fait aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire historique du franc CFA. Tout le monde le connaît. Je crois qu'au plan historique, il faut situer cela dans un contingentement difficile pour ceux qui sont mieux en tutelle de l'Afrique. Il faut bien expliquer terre à terre aux Africains que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un peu comme le milieu de terrain de l'économie et de la géopolitique mondiale. Oui. L'argent. C'est quand on dit monnaie, les gens ne comprennent pas très bien. Après la guerre de 16-19, qui était une guerre arabo-musulmane et judéo-chrétienne, mais que moi je dis toujours c'est une guerre entre des frères qui ne savent régler leurs problèmes qu'à travers le fusil. Le tournant décisif de l'Afrique, c'est la guerre de 39-45. Parce qu'elle vient à la suite d'une iniquité dont je ne voudrais même pas revenir ici. L'esclavage, le commerce triangulaire, la déportation. Parce que si j'ai mis à table, je vais me rendre à l'évidence que ceux qui en sont les auteurs n'ont pas pu dire pardon jusqu'au moment où on parle. C'est un autre débat qui va nous amener dans une difficile. Je voudrais que vous sachiez que lorsque survient le franc CFA, en réalité, c'est dans la peur de celui qui nous a arraché notre souveraineté, de se départir de cette manne qui permettait à la France libre, quand je dis France libre, vous comprenez qu'elle-même était colonisée par un autre pays qu'on appelait l'Allemagne. Oui. Dans la nuit tombait un certain nombre de jeunes qui étaient dans la même expectative psychologique que celle que vous avez aujourd'hui. On commençait à réfléchir comment on va faire si on ne tient plus l'Afrique. Les uns ont proposé que l'on garde de bonnes relations avec l'Afrique. Vous avez vu que M. De Gaulle s'est mis à faire la tournée africaine. Mais il avait oublié que la guerre de 39-45 a fracassé complètement tous les mensonges cohérents qu'on avait apportés à l'Afrique. Et dont le plus important est qu'il ne peut pas vivre sans les autres. Donc les uns ont dit économiquement, pendant qu'on va mettre en place une structure de reconstruction de l'Europe, ça s'appelait la BERD, qui était le père siamois du FMI et de la Banque mondiale. Il s'agissait de reconstruire l'Europe qui a été détruite par l'Europe, mais qui a été sauvée par l'Afrique. Donc les uns disaient donc qu'il faut négocier avec les nouvelles émergences africaines. De Gaulle a pu faire le tour, mais il a eu un petit problème, je crois, ça devait être en Guinée-Conakry. Vous vous souvenez du fameux discours de cet homme qui était autant géant que De Gaulle. Sékou Touré. Voilà, Ahmed Sékou Touré, qui a eu le courage de laisser une phrase qui nous taraude l'esprit, nous les panafricanistes. À savoir qu'il vaut mieux être heureux dans la misère que d'être heureux dans l'esclavage. Est-ce qu'on peut être heureux dans la misère, Patriarche? Oui, puisqu'il y a des gens qui ont accepté de rester dans le joug colonial. Il y a d'autres qui ont dit non, comme Sékou Touré. Et c'est là que la problématique, justement, de la deuxième phase de recherche de reconstruction de l'Europe rentre dans un jeu.
c'est de la monnaie. Ça veut que Sékou Touré a battu sa propre monnaie. Oui. Et la réaction de ceux qui voulaient nous tromper nous a déterminés sur notre objectif. La nuit tombée, il paraît que les tracteurs ont détruit tout ce que la France dit qu'elle avait mis pour nous permettre d'être dans le monde des hommes heureux. On déterrait même les maniocs qu'on avait mis en place. Toujours est-il que lorsqu'un être humain est dos au mur, il développe en lui des capacités pour qu'il ne meure pas. La conscience qui avait été mise en place à l'issue de la guerre de 39-45, en France, j'allais dire en Europe, avec ce geste du général de Gaulle, a décuplé la prise de conscience de ceux qui étaient restés en Afrique. Je ne vous fais pas cas ici des choses qui fâchent, notamment les questions philosophiques que vous appelez religion. Ce n'est pas important ici. Toujours est-il que le débat aujourd'hui n'est pas un débat qui était le débat économique d'hier. Le débat aujourd'hui, c'est un débat de bilan, de parcours. Oui. Si à cette époque, on pouvait comprendre que la France avait été laminée par une guerre rude, judéo contre chrétien, et qu'elle avait besoin, puisqu'elle avait décidé dans leur histoire de venir rester en Afrique, de puiser des rentrées, maintenant que la porte de l'Afrique était en train de se fermer, ils ont donc développé d'autres ponts. Quand vous voyez que l'Allemagne a imposé pour reconstruire son Allemagne une monnaie en France, la France a simplement, c'est son souvent souvenu que ça a aidé l'Allemagne, et c'est comme ça que dans la deuxième phase, les autres ont dit on peut faire la même chose. Donner l'illusion aux Africains qui sont effectivement libres, mais c'est pourquoi nous ne pouvons pas être libres, les Africains doivent être reconfigurés. Ça s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, je vais un peu plus vite, Oui. on nous parle d'un enjeu économique. Nous sommes d'accord. Mais l'enjeu économique est conjoncturé par l'enjeu politique. Ils se sont mis ensemble, ils se sont détachés entre eux. Il n'y a pas de raison que le franc des colonies françaises d'Afrique, devenu franc de communauté française et tout ça là, au niveau de l'enjeu économique, ça devait permettre à ce que le bloc qui peut continuer à aider l'Europe se mette en place. Vous avez 3 francs de colonies françaises d'Afrique qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Ça veut dire qu'on veut nous garder dans le véritable enjeu de départ, qui est l'enjeu économique. C'est-à-dire que nous sommes restés scotchés sur des matières premières qui doivent aider à la reconstruction de l'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'ils vont manufacturer et ils reviennent avec ça à des coûts plus importants. Merci, Patrice. La deuxième chose, je termine par là, c'est important. Oui. En 1990, sans qu'on les ait forcés, sans qu'il y ait quelque chose de fondamental qui soit arrivé au monde, ils ont décidé entre cousins de ne plus se saluer. Donc le monde est devenu ouvert aujourd'hui. Comment donc comprendre que le monde est déjà ouvert, mais il n'y a qu'un seul personnage qui vous dit, qui vous aide à rentrer dans le monde? Et je transforme ça dans une nature africaine. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes son tuteur, est-ce qu'à 80 ans, on peut continuer à être la pupille de quelqu'un? Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas de chasser nos frères d'hier. Nous partageons, comme on le fait ici tout à l'heure, une langue, un véhicule de communication. Mais nous estimons que le monde étant déjà ouvert par eux-mêmes, le multiculturalisme politique doit être en phase avec le multiculturalisme économique. Et c'est dans ce sens que la primature de France CFA se pose aujourd'hui. Merci, Patrice Bikoro, pour cette lecture transversale qui nous a transporté justement dans les causes de cette érection du franc CFA et justement le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. 80 ans plus tard, le franc CFA est toujours là. Je suis avec vous, Jean-Dieu Vouna. Il y a un film que j'aime bien, Mobutu Wadi Zahir, où un acteur disait avant colonisation est égal à colonisation. En fait, il avait une formule pour nous faire croire que avant 45 est égal à 2025, c'est-à-dire le franc CFA c'est en 45, le franc CFA c'est en 2025, et le substrat n'a pas changé, puisque c'est toujours un instrument à écouter, le doyen François Bikoro, de domination de ceux-là qui hier justement étaient en difficulté, qui se sont raffinés, qui ont conservé leur superpuissance, mais qui continuent à tenir justement ces colonies françaises d'Afrique.
le franc CFA en 1945, le franc CFA en 2025, je ne crois pas. Je ne crois pas en cette formule. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des évolutions. Le doyen parle du bilan. Oui. D'abord, au niveau de l'ONU, le 14 décembre est dorénavant la journée internationale de lutte contre le colonialisme sur toutes ses formes. Oui. Alors, par conséquent, il y a évolution. Il y a évolution dans le sens où, enfin, à l'ONU, on reconnaît que le colonialisme est un crime qu'il faut combattre. Donc, le franc CFA est un crime. C'est reconnu que c'est un crime qu'il faut combattre. Vous faites le lien entre colonialisme et franc CFA? Pour vous, c'est la même chose? Qu'est-ce que le doyen venait de dire? Le nier, c'est contredire le doyen. C'est-à-dire, il nous parle d'une économie brisée par la guerre entre eux, qui devait se reconstruire à partir d'une photocopie nazie, et qu'ils ont reproduit en Afrique. Donc, c'est carrément un crime. C'est le colonialisme économique. Et pour moi, le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est un outil d'échange. Il est parti de ce crime-là, c'est-à-dire du colonialisme, au néocolonialisme, comme monnaie d'échange. Comme pas monnaie d'échange, comme outil d'échange. Pour moi, ce n'est pas une monnaie. Un jour, j'ai rencontré un père, et au moment, je lui présentais un projet. Si ce projet pouvait être financé, et le projet était en CFA, et le projet devait aller hors du pays, il m'a dit, tu as rempli le papier d'encre avec des chiffres dans une monnaie qui n'existe pas. Je n'ai pas compris. Va refaire tes papiers. Je suis revenu, j'ai cru qu'il y avait des problèmes dans les calculs. Je suis revenu, il m'a dit non. Ton problème, c'est que tu n'as pas de monnaie. Tu ne parles pas de monnaie, tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Ce projet ne peut pas arriver à l'international. C'est là pour me dire, le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est un outil d'échange. C'est un instrument nazi pour émasculer la vision économique que nos pères fondateurs en Afrique avaient déjà avant 1945 et après, à l'orée des indépendances. Ils ont tout fait pour faire tuer cette vision industrielle que l'Afrique, à l'époque, pensait déjà, puisque De Gaulle a rencontré, comme le citait le doyen, des intellectuels, des hommes d'État qui pensaient déjà, si Sékou Touré pouvait parler ainsi, ça veut dire qu'il avait déjà une vision économique propre à son pays et propre à l'Afrique. Oui. Le coup d'éclat de Sékou Touré est resté légendaire. Oui. Mais comment se fait-il que, près de 80 ans plus tard, personne ne l'a suivi? Il y a eu des générations de chefs d'État africains qui sont arrivés, mais la problématique du franc CFA n'a jamais été réellement posée en tant que problématique prégnante. La sortie ou la continuité avec un franc CFA qui n'a pas les mêmes accoudoirs, qu'on soit en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, cela pose problème. Et justement, on a eu l'impression que les combats de Sékou Touré sont restés vains et qu'il n'y a pas eu le suivi dans l'optique d'une sortie de ce franc CFA. Voyez-vous, lorsqu'on a un ennemi hyper puissant, dans l'intelligence économique, il vaut mieux contourner que de l'affronter. C'est une stratégie de guerre asiatique, c'est-à-dire, et c'est ce que la Chine a fait. On contourne à 80 ans? Oui, ça peut prendre 100 ans. Il faut mettre des stratégies de contournement. Nous allons nous étendre. Pourquoi? Parce que à l'époque où est donc Sékou Touré, où sont tous ces pères comme lui qui ont voulu s'opposer à De Gaulle? L'épée était tranchante à l'époque. Avec l'évolution, nous avons encaissé des coups. Ces pères ont encaissé des coups, d'autres sont morts, ceux qui ont voulu se lever. Mais aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire en 2025, sans nous tromper, que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont déjà siégé et ont validé la sortie du franc CFA. C'est déjà politiquement un point. On ne peut donc pas dire 1945, franc CFA, 2025, franc CFA. Cet acte politique est un acte majeur à louer jusqu'à ce que ce soit fait. C'est notre combat.
Merci pour le combat, Jean de Dieu Evouna. Simon Essengue, on vous a beaucoup lu sur la question du franc CFA. Jean de Dieu Evouna déclare que les chefs d'État en Afrique centrale ont déjà dans leur esprit acté une hypothèse de sortie du franc CFA. Mais si c'est en Afrique centrale seulement, qu'advient-il de l'Afrique de l'Ouest où le franc CFA continue de réguler les échanges? Qu'en est-il des autres pays qui aussi sont dans ce giron-là? Est-ce que cette dichotomie entre les combats, cette dichotomie même en l'usage du franc CFA, puisqu'il faut préciser à ceux qui nous regardent que le franc CFA qu'on utilise du côté d'Abidjan, ou du côté de Accra, si mes souvenirs sont exacts, Togo. Du côté du Togo, merci doyen, est différent en termes de contenu de celui qui est utilisé du côté de Yaoundé ou de Libreville. Pourquoi cette dichotomie et pourquoi cette difficulté des chefs d'État africains à parler d'une seule voix sur un problème qui les concerne tous à l'intégralité? Vous posez là une très bonne question. En fait, certains France-Africains dessous les tropiques sont toujours à dire c'est des jérémiades de ceux qui disent être des panafricanistes, c'est ceci, cela, c'est l'émotion, ainsi de suite. Vous appelez les aboyeurs. Et il ne faut pas qu'on leur donne l'occasion de continuer de croire que c'est un premier motif. Non. Les caractéristiques du franc CFA sont des caractéristiques atypiques. Oui. Et qui font tout et tout pour maintenir les 14 pays utilisateurs dans un système de popularisation systématique. Vous avez une monnaie à parité fixe avec l'euro. Oui. Vous avez une monnaie à convertibilité illimitée avec l'euro. Et vous avez une monnaie non interchangeable dans la même zone. Oui. C'est ce que le partenaire disait qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que le franc CFA, zone XOF, qu'on appelle XOF, indice XOF, est à 655,59 francs. 1 euro égale 655,659 francs CFA. Et que sur l'Afrique centrale, XAF, c'est la même chose. Moi, je dis qu'il y a une non-interchangeabilité. Comment? Parce qu'en réalité, le problème ici réside dans le fait que quand vous augmentez une communauté comme celle-là, il y a des échanges intra-africains qui peuvent être accélérés et donc qui peuvent profiter à ces États-là. Non. On vous dit il faut d'abord aller vers la Banque centrale française pour pouvoir gérer avec l'Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qui ne tient pas la route. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez, nous sommes pratiquement tous habillés en européen. Ça, il faut le dire. Et le franc CFA, non, ça coûte plus cher. Donc, ça coûte plus cher. Ce que le parti porte là coûte plus cher. Il faut insister. Ça, il faut le savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle la parité fixe, la convertibilité illimitée, fait que vous avez un homme d'affaires qui prend sur lui, parce que pour lui c'est dit qu'il a l'argent, hein, il prend sur lui d'aller prendre la poubelle en Europe. C'est l'habit que nous portons là, que les gens l'ont jeté. Il part prendre ça, il paye. Quelle douloureuse réalité. Il paye ça, il paye, il envoie ça ici. Parce qu'il n'y a pas de plafond. C'est la convertibilité limitée. Ce qui fait que le tailleur du patriarche, entre le costume qu'il porte là qui coûte 5 000 francs, CFA, et le coût de revient qui coûte 12 000 francs CFA, mon Dieu, vous irez rapidement acheter cette poubelle là qui sort de ce que vous appelez la friperie. C'est la même chose avec les cure-dents. Vous dites qu'un pays qui ne produit rien, même les cure-dents les importent. Vous croyez qu'on est obligé d'importer? Le franc CFA nous impose d'importer. Quand vous faites le prix de revient d'un paquet de cure-dents fabriqué au Cameroun, il vous revient à 700 francs. Oh là-bas, parce que vous parlez prendre ça en Chine, même
même des tonnes et des tonnes. Est-ce que c'est la photo française? Attendez, oui, la parité fixe et la communauté illimitée. Toutes les monnaies fluctuent. Ouais. Ça n'a pas de sens que ça ne peut pas avoir de sens. Mais on dit à ce niveau-là que c'est la stabilité, puisque la stabilité de on ne quoi? produit pas assez. Non, la stabilité de quoi? On ne produit pas assez comment? Vous ne produisez pas le poivre de Penja? Vous ne produisez pas le cacao? Est-ce qu'on développe un produit un pays à le poivre de Penja? On développe avec quoi? Le Kenya se développe avec les fleurs. Ouais. Mais vous parlez de quoi? Nous sommes dans une situation où, peu importe les efforts que nous faisons, c'est l'autre qui bénéficie de ça. C'est ça aussi les questions. Une monnaie doit être, la qualité d'une monnaie, l'appréciation ou la dépréciation d'une monnaie doit être en faveur du pouvoir économique de ce pays-là. Comment on peut avoir 4% de croissance? Et on se retrouve avec une monnaie qui est stable, qui ne monte pas, qui ne descend pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Ça n'a pas de sens. Effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. De deux, il s'est passé un truc en 2021. Pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Quand la crise russo-ukrainienne commence, l'Occident commence à mettre des sanctions sur la Russie. Sauf que la Russie est un partenaire stratégique, comme les autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on interdit. La Banque centrale de France interdit les échanges avec la Banque centrale de Russie. Oui. Du coup, tous les pays utilisateurs du franc CFA sont condamnés à ne plus échanger avec la Russie. C'est moi qu'on s'est dit, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on crée une monnaie décentralisée qu'on appelle le Sango à partir de la RCA. Parce qu'en tout état de cause, ça veut dire qu'en clair, c'est-à-dire qu'on nous dicte notre politique économique ailleurs. C'est pas possible. 80 ans après, ce n'est pas possible. Et donc, troisièmement, vous avez des problèmes. Comment on résout nos problèmes en Afrique? On résout le problème avec 2 leviers. Or, tous les pays résolvent le problème avec 3 leviers. Premier levier, l'endettement. Deuxième, le fisc. Troisième, la monnaie. Battre monnaie. Le président peut dire aujourd'hui, c'est un problème comme le problème des enseignants. Le président ordonne est-ce que vous souhaitez comme au Zimbabwe? Non. On a un camion. C'est faux. Ce n'est pas possible. Pourquoi il y a les boulevards au Zimbabwe? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le pays vous dit, il y a le Naira. L'Angola a sa monnaie, non? Oui. Alors, il y a un problème là-bas. Et aussi, il paye comme le Zimbabwe. On ne peut pas nous dire des choses comme ça. Donc, la vérité, c'est qu'on se retrouve dans une situation où tous les chefs d'État des 14 pays n'ont que 2 leviers pour résoudre des crises internes économiques. Je prends par exemple le cas de figure. Là où nous sommes là, la dette intérieure, on la paye comment? On la paye, le président peut décider. Mais il ne peut pas. Parce que cette monnaie-là, nous n'avons pas cette capacité, ce troisième élément. Et donc, les pays à la CEMA est plus avancée. On a besoin dans des solutions, ce qui a été fait. Parce qu'en réalité, la CEMA est plus avancée à pouvoir sortir de là et des gages clairs. Parce que les gages sont clairs. On ne peut pas sortir seul. C'est une erreur. Mais une erreur monumentale. En revanche, de façon communautaire, et c'est la procédure qui a été mise en place et que le président de la République du Cameroun est pratiquement en train de là-dessus. On revient dessus. Jean-Maurice Mbok, c'est vrai que à partir du moment où on n'est pas indépendant économiquement, c'est difficile de mettre sur pied une stratégie. C'est impossible. Peut-être. Bon, j'emprunte votre vocabulaire. C'est impossible d'asseoir une stratégie de développement, mais on a quand même aussi quelques présenteurs de gouvernance qui font à ce que ceux-là qui sont contre la sortie du franc CFA estiment qu'il faudrait d'abord soigner nos terres et nos vices en interne avant de penser pouvoir s'ouvrir vers le monde avec des instruments comme la planche à billets qui, malheureusement, parfois, n'aura servi que les intérêts de ceux qui sont en situation de pouvoir. Alors, cette question de la monnaie est une question extrêmement importante à comprendre, surtout pour nous qui aspirons à participer à la gestion de nos pays en Afrique. Il y a un avant 1945. Et l'avant 1945, c'est une Afrique constituée en tribus, en villages, qui vit très bien avec sa monnaie, avec son type d'économie, avec son type d'éducation,
avec son type de banque. Bref, c'est un continent qui n'a pas besoin des autres, qui vit très bien par lui-même et avec ses richesses qu'il exploite, mais de manière parfois exubérante, parce que vous vous souvenez que les trônes des rois, c'était de l'or brut, les couronnes de roi, c'était... C'est une manière de conservation de l'argent. Un continent qui vit bien, mais ailleurs, on nous a parlé d'une mission civilisatrice. Attendez, mais c'est comme ça, c'est pour ça que pour moi, la monnaie n'est que le pont entre la destruction des fondamentaux de l'Afrique et le contrôle de cette richesse, de cette civilisation, j'ai envie de l'appeler comme ça. Parce que il ne faut pas que les Africains pensent que c'est le modèle occidental qui a toujours été le nôtre. Non. L'Afrique avait son modèle, sa façon d'être, sa façon de vivre, son écriture, son éducation, sa monnaie, son système bancaire. Quand on parle de Mansa Moussa et autres, il y avait toute une organisation concrète en Afrique. Maintenant, l'Occident qui, dans leurs travaux de recherche avec leurs fameux explorateurs, arrive et découvre un continent qui est totalement émancipé, qui vit suffisamment bien. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que la colonisation n'est pas juste une affaire de prendre les armes et venir abattre les gens. C'est un travail de recherche. On étudie le sol, on étudie la démographie, on étudie les forêts. On se rend compte que mais ces gens ont une richesse incommensurable. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut contrôler ce qu'ils ont. Pour contrôler ce qu'ils ont, il faut donc organiser quelque chose d'assez savamment pensé, de scientifique. C'est pour ça que sortir de cette question-là, ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas avec l'agitation. C'est une affaire de réflexion stratégique et méthodique. Mais parce que ça dure. Mais oui, Stéphane, c'est parce qu'on a voulu... On est dans la stratégie, on a la réflexion. Stéphane. Mais les générations passent, mais le jour où c'est ça notre problème. C'est qu'on a voulu régler ça avec les nerfs, avec la tension. Les gens aussi se sont assis et ils ont construit leur projet. Il faut détruire toute civilisation africaine jusqu'à leur mode même de communication. Parce que comment vous me dites que nous, on sait très bien que le troc existait. On sait très bien que des échanges existaient, que le compte existait. On avait nos monnaies. Et c'était toute l'Afrique. Je vous dis que ces gens se sont assis, ils ont regardé la destruction, et comme le doyen disait, ils se sont autodétruits là-bas, et ils ont dit, on se reconstruit comment? Les explorateurs disent, il y a un continent là, ils ont tout. Si on peut leur arracher ce qu'ils ont, on va s'en sortir. Mais c'est après Bretton Woods, c'est des travaux de Bretton Woods. Ils se sont assis, ils se sont concertés. Ils ont dit, ces gens-là, comme ils ont eu un mode de vie pacifique, ils acceptent les étrangers, ils sont très sociaux. Allons avec une méthode, une stratégie pour leur dire, on va vous rendre meilleur. Mais en fait, on détruit ce que vous êtes à la base et on reconstruit ce qu'on pense être ce qu'il vous faut. C'est donc comme ça que cette affaire de Bonnet vient le 26 décembre 1945 dans un but précis. C'est d'arracher votre liberté idéologique. C'est d'arracher votre gestion de votre civilisation. C'est de vous dire que vous n'avez pas la capacité de contrôler les richesses que vous avez ici chez vous. Et de vous dire que bon, à partir d'aujourd'hui, on crée un cadre qui est un cadre moderne d'échange entre l'Occident et l'Afrique. Et pour donc pouvoir créer ce cadre moderne, c'est qu'il faut qu'on crée une monnaie qui va faciliter les échanges entre vous et nous. Mais ils ont réussi à amener nos pères à ce moment-là à adhérer à un rêve, à une illusion. On leur a vendu un développement, on leur a vendu une évolution, on leur a vendu un modèle, la stabilité. Voilà pourquoi ils vous parlent donc premier piège. Quand vous dites qu'on n'en sort pas facilement, premier piège, c'est que l'auto... Non, d'abord, les réserves. Oui. C'est qu'on vous dit que la moitié de ce que vous déposez constitue la réserve, jusqu'à pratiquement il y a 10 ans que c'est fini. Si vous avez 1000 francs, on vous dit que bon, on sait que vous avez 1000 francs. Mais en fait, pour vous rendre meilleur, on doit garder 500. On vous permet d'utiliser 250 à 300. Peut-être 450 toute l'année, parce qu'il ne faut pas que vous dépassiez ce qu'il vous faut. Mais en fait, la stabilité là, c'est un argent qu'on ne contrôle pas. Parce que si on va prendre depuis 80 ans, la moitié là,
qui est déposée, elle est où? Donc ils ont pris le temps de se reconstruire. Ils ont pris le temps de se développer. Ils ont pris le temps de s'organiser avec ce que nous avons mis sur pied. Nous, pendant ce temps, on s'indignait, on s'offusquait, parce qu'il ne faut pas être une lumière pour bien comprendre que comment je te donne 1000 francs, je ne dois qu'utiliser 300. Et tu veux me dire que je suis bien avec les 300 que tu me donnes, et toi tu restes avec 700. Ça n'a pas de sens. On crée donc cette affaire de parité, on crée cette affaire de mondialisation où l'Afrique n'a rien à apporter à l'international. On vous garde dans l'illusion des gens qu'on assiste, qu'on encadre, qu'on accompagne avec les taux de parité fixes, avec la convertibilité illimitée, avec une sorte de laisser qu'on vous permette de contrôler vos échanges avec les autres, parce que les Russes ne doivent pas être très clairs avec vous. Nous, on vous aime beaucoup. C'est pour ça qu'on garde tout votre argent. Je parle comme au village, pour qu'on se comprenne bien. On s'est compris. Ce qui fait donc aujourd'hui, la question de la monnaie, à l'époque, a été bien vendue à nos pères, a été bien présentée à nos pères, mais ils ont trompé nos pères. Aujourd'hui, il est question de s'asseoir de manière claire, on revient à la solution oui, de s'asseoir et de traiter la question vraiment de manière stratégique, comme eux-mêmes ils ont fait pour pouvoir contrôler ces différentes richesses. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Timothée Somba, est-ce que le défi ou alors le combat du siècle, de ce siècle, n'est pas le combat justement de la monnaie pour les Africains? Est-ce qu'il n'est pas temps, lorsque l'on dit 80 ans, c'est pas 80 ans de liberté, je ne vais pas dire, mais c'est 80 ans d'exploitation, où justement on n'est pas libre d'instaurer ou alors d'initier une véritable démarche économique. Est-ce que le combat aujourd'hui n'est pas un combat de sortie de cette dépendance des parités fixes, des banques centrales, de taux d'échange, et de pouvoir être enfin autonome économiquement? Non, le combat ne peut pas être la question de sortie du CFA ou pas. Parce qu'il faut faire un diagnostic froid. Je peux croiser deux citations ici. La première de Charles de Gaulle qui estime qu'il n'y a pas de souveraineté sans monnaie. La deuxième est de Mayer Rothschild qui disait que donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de savoir qui fait ses lois. Une fois que j'ai planté ce décor, on va se rendre compte que en théorie économique, on est obligé d'importer tout ce qui est moins cher, comme Simon le disait tout à l'heure, et dont la production en interne va nous revenir plus cher. Oui. Premier impact de ce CFA, c'est le principal frein à l'industrialisation de l'Afrique. Parce que si tu peux importer un vêtement à 1000 francs, alors que le même vêtement en interne, fabriqué par le tailleur local, te coûte 10 000, tu vas préférer l'importer. On voit donc pourquoi toutes les économies africaines sont esclavetties. Maintenant, une fois qu'on a compris ce funeste rôle de cet outil d'échange qui en réalité n'est pas une monnaie, puisque nous ne pouvons pas relever les taux d'intérêt, nous ne pouvons pas l'interchanger. Plus grave, elle n'est pas un outil de commerce international. Oui. Parce que même lors de nos fameuses importations, nous déposons, nous déposons notre outil de consommation dans la Banque centrale européenne avec les mécanismes que les uns et les autres ont cités, et eux ils nous donnent leur euro avec lequel on va sur le commerce international. Oui. Ça veut dire que non seulement ils contrôlent nos réserves, mais plus grave, ils contrôlent nos devises. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de devises. Maintenant, le combat aujourd'hui doit être inversé. Parce que si nous prenons seulement notre monnaie, le temps de lui donner une valeur qui va nous permettre de nous émanciper sur la scène internationale, vous avez évoqué le cas du Zimbabwe où on allait parfois au marché avec 5 milliards pour le souper d'une maison. Parce qu'ils ont construit tout ça. Oui. Eux, ils ont construit tout ça. Aujourd'hui, on doit comprendre que notre premier enjeu doit être la souveraineté énergétique. L'Éthiopie l'a compris en construisant le plus grand barrage d'Afrique qui leur permet d'être énergétiquement autonomes.
Et géopolitiquement fort. Et géopolitiquement fort. C'est contre jusqu'au Soudan. Ça a fait trembler l'Égypte. Et le Soudan. Aujourd'hui, le Cameroun est presque sur la même dynamique, malgré quelques tares que l'on peut observer en interne. On doit donc asseoir notre souveraineté énergétique qui va nous permettre de nous industrialiser corrélativement ou alors concomitamment à au rachat de notre souveraineté via nos propres Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas un sauveur inconnu, Timothée Somba, la souveraineté énergétique que vous présentez comme une panacée capable justement de nous faire sortir de cet escalier ou alors cette cage de fer qui nous maintient captifs et nous empêche de nous développer. Et si on s'engage vers cette souveraineté-là et que les instruments de souveraineté, ne serait-ce que le matériel pour les barrages, il faut bien le payer, ne serait-ce que à l'international pour les expertises, il faut les payer, est-ce que on ne revient pas justement comme une toupie qui tourne en rond sur la problématique principale qui est celle de la monnaie? Est-ce qu'on peut, avec justement cet instrument rébarbatif qu'est le CFA, aller même vers, envisager même, parce que là on est encore dans les concepts, envisager une souveraineté énergétique? L'exemple éthiopien est parlant, mais les dessous nous font comprendre aussi que ce barrage, le fameux, n'appartient pas à 100% à l'État éthiopien. Voyez-vous, nous sommes obligés de nous mouvoir dans un espace non autartique. Et aujourd'hui, le combat est peut-être plus facile pour les dirigeants africains grâce à la multipolarité du monde et les forces émergentes quasiment contraires. Il est donc question pour l'Afrique, et ce n'est pas une leçon que nous faisons à nos dirigeants, puisqu'ils s'y ont déjà engouffrés, de tirer avantage des conflits mondiaux qui créent. Il y a même des auteurs qui ont pensé plus loin en disant que le monde n'est même plus multipolaire. Le monde est apolaire. Parce qu'il n'y a pas de pôle. Le fait qu'il y ait plusieurs pôles fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de pôle. Et on profite donc de cette faille pour prendre à gauche, prendre à droite et construire notre souveraineté. C'est cette souveraineté qui nous permet de nous industrialiser. Industrialisation qui nous permet d'asseoir un marché interne, le cas de l'Afrique avec la ZLECAf, qui nous permet d'exporter pour capter les devises. Lorsqu'on a un outil de captation des devises étrangères qui trouve donc notre socle monétaire, la monnaie qui sera la nôtre sera adossée donc sur notre capacité de travail. C'est elle qui va nous mettre sur la scène mondiale. Et le schéma mathématique est facile. Plus vous travaillez, plus vous produisez, plus votre monnaie est forte. Or, à l'heure actuelle, même si nous travaillons comme des forcenés, même si nous travaillons comme des anges, tout le fruit de nos efforts ne nous profite pas à cause de cette fameuse parité fixe. Et observez bien, la plupart des pays africains, on ne va pas trahir nos secrets ici, mais c'est la science, ont communément adopté cette approche. La fameuse question de la souveraineté énergétique pour certains, la souveraineté minière pour d'autres. Parce que ce sont les deux pendants qui nous permettent d'avoir notre monnaie et de la sécuriser. Comment vous pouvez concevoir que, je vais la citer, que la France est la 5e réserve d'or du monde, alors qu'il n'y a même pas une once de mine sur le territoire français? Ils ont compris. Donc aujourd'hui aussi l'Afrique a compris, et comme le disait Jean de Dieu tout à l'heure, lorsque vous avez face à vous une force puissante, au lieu de l'affronter dans une dynamique brutale, il vaut mieux la contourner. Merci. Mais il y a un petit élément qui nous fait problème, c'est les complicités endogènes qui falsifient certains contrats, qui entrent en concubinage incestueux avec certaines forces externes, qui font que parfois on vient construire le barrage chez nous, les clauses sont léoniennes, ou alors
le transfert de technologies ne suit pas. Si je prends le cas de l'immeuble de l'Assemblée nationale, la seule chose que le Cameroun a gagné en dehors du bénéfice de l'édifice, c'est le contrat d'entretien. Ça veut dire, jusqu'à les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, c'est la Chine qui assure la maintenance. Nous, on a seulement gagné le contrat d'entretien. Est-ce qu'en entretenant un édifice, seulement, on peut opérer un transfert de technologie? Donc, il faut une bonne dose de malice aux pays africains dans un contexte de néocolonialisme pour tirer le meilleur dividende de la question monétaire. Merci. Qui est incontournable pour notre émergence. Pour qu'on ne soit pas dans les concepts, on va donc prendre justement les propositions. Pour nous faire sortir véritablement de ce joug, puisqu'il est constaté qu'il est impossible d'arguer ou alors même d'imaginer un développement dans ces conditions. Patriarche Bikolo, qu'est-ce qu'on fait pour sortir, puisqu'il est question d'éduquer et de proposer des solutions, ou alors des 11 solutions à l'establishment africain, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure essayer de personnaliser une sortie moins brutale et peut-être plus intelligente de ce franc CFA, qu'il faut le dire, et l'expertise a été présentée sur ce plateau, est un frein de développement de l'Afrique. Pourquoi on a créé le franc CFA? C'est là que se trouve la problématique. C'est pour ravitailler les manufactures européennes. Arrêtez de produire le cacao. Moi, je suis catégorique. Dès que vous arrêtez de produire ce qui rend les autres heureux, il n'y a pas de manufacture. Il n'y a plus de manufacture. Arrêtez d'enseigner l'éducation occidentale aux enfants. Pourquoi on cherche midi à 14h quelque chose qui est devant la porte? Ce n'est pas parce que vous êtes le fils de quelqu'un que vous vous mariez et continuez à donner l'argent de nourriture à votre femme. C'est même dangereux, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre ta femme et lui. Vous cherchez des choses compliquées. Quand vous voyez le pacte colonial, la monnaie fait partie du pacte colonial. Parce que vous voyez la monnaie, c'est à la fin. Mais jusqu'en 2020, on disait que pour acheter en Chine, ils avaient déjà prévu que les Bikoro vont naître. J'ai parcouru 37 pays africains, il n'y a qu'au Cameroun que j'entends le débat de doucement, doucement. Moi, ça me fait la chair de poule. Comment vous pouvez juger vos chefs d'État alors que 50% de votre production rend heureux un autre chef d'État? C'est vous qui êtes un problème. Vous avez peur de sauter dans le vide. Tous les enfants du monde entier naissent de la douleur de la parturition d'une femme. Et vont même chez les prêtres. Vont chez les prêtres pour avoir mal avant d'enfanter. Mais patriarche, il n'y a que les accouchement sans douleur maintenant. Vous savez, il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Il y a l'accouchement en taisant la douleur. La péridurale. Et le lendemain, lorsque l'enfant commence à vous créer des problèmes, la douleur est plus intense. C'est celle-là que nous vivons aujourd'hui. Il devient un enfant zinzin parce qu'il n'y a pas ce courant psychologique, moral et spirituel entre l'enfant et celui qui l'a mis au monde. On a fracassé, j'aime ce mot-là parce qu'il casse des chaînes. Même tout ce que la nature a mis en place pour qu'on soit heureux. Le cycle d'un homme accompli est de 7 fois 3. 7 fois 3. Les 7 fois 3 ont été créés par les Africains. Quand vous n'avez pas la chaleur de la sortie du spectacle, vous ne pouvez pas être un homme accompli. Moi, je dis que le débat évolue pas dans le sens où vous avez peur d'aller dans le vide. Parce que je vous dis, tout ce qui a été créé après 39-45 ne va pas dans le sens de laisser la déportation. Elle est maintenant téléologique. Avec vos téléphones, vous êtes en pleine déportation. Oui. Avec la religion, vous êtes en pleine déportation. C'est une forme de colonisation. Ce n'est pas une forme, c'est la colonisation. Nous disons qu'il y a déjà eu des hybridations. Première chose aussi simple que bonjour. Il y a des acquis du franc CFA. Selon vous qui êtes allés dans les écoles coloniales. C'est que ça a permis à des gens qui étaient ensemble de se remettre ensemble, mais maintenant avec des différences. On demande simplement
que la zone franc CFA, qui a subi une mutation nominale, subisse une mutation physiologique et physique. Qu'elle permette que l'économie se fait sur 3 pôles. La production, la consommation et le service. La monnaie fait partie du service. Si vous n'avez pas le service, vous ne pouvez pas donner votre production à un autre. Maintenant, c'est un peu facile, vraiment, le quartier. Quelqu'un vous a dit au départ, votre monnaie est adossée au franc. Oui. Le franc est mort et enterré. Et il vous dit que je vous adosse au cousin. Ça veut dire que ça fait le... Il y a un problème. Il y a un problème. Ça fait les... Il y a un problème. Et au moment où je vous parle, je vous dis que ce qui avait créé la crise chez les Européens est encore en place. Grâce à eux-mêmes. Où est-ce que vous vous trouvez? J'entends les gens parler de développement. Vous confondez le développement avec la modernité, qui est une civilisation occidentale. Mettre les macadam, les maisons en 4 temps, qui ne correspondent pas à la nature africaine, c'est pas le développement, monsieur. Le primaire de chez moi, dès que tu lui amènes le téléphone, c'est le jour-là qu'il a des problèmes. Le développement, c'est une saine adéquation entre ce dont Dieu vous a pourvu et ce que vous voulez être. Maintenant, l'autre a besoin de vous. J'entends les gens parler chef d'État, chef d'État, chef d'État. C'est pour cela qu'on a échoué les émergences africaines des années 60. Après le reflet d'armes des analphabètes occidentaux qu'on appelait le tirailleur sénégalais. Vous ne pouvez pas utiliser les critères de convergence de celui qui vous a vili pour dire que vous allez être indépendant. C'est pas possible. Tombouctou, jusqu'à ce qu'on le détruise, il y a cela quelques années, il n'y avait pas là-bas, c'était une forme d'architecture qui permettait de régler tous les problèmes qui se posent à la modernité. Oui. Maintenant, vous voyez Tombouctou. Dans nos villages, quels sont les endroits du Cameroun qui n'ont pas de problème? C'est les zones rurales. Il n'y a pas vos histoires de Matakam, de l'eau qui sort du mur et tout ça là. Vous avez des crises structurelles et infrastructurelles dans les zones qui sont les plus adaptées à la colonisation version occidentale. Oui, oui. C'est pour cela que nous pensons que si le débat, moi j'ai dit qu'il a évolué, nous tenons compte, quand je suis allé au Brésil, c'est là que j'ai compris ce débat. Nous tenons compte du fait qu'un noir a fait l'enfant avec un blanc. On ne peut plus réfléchir comme il n'y avait pas de blancs qui faisaient l'amour avec les noirs. Donc il s'agit pour les civilisations hybrides dont nous sommes aujourd'hui, de voir des courants qui permettent qu'on ne continue pas de dire nos parents ont échoué, nos parents ont échoué. C'était conjoncturel ce qui s'est passé dans les années 60. Ouais. Vous êtes inexcusable de recopier De Gaulle dans le subconscient des enfants sans vous rendre à l'évidence que vous recopiez le franc CFA. Nous disons que le franc CFA a créé des zones économiquement viables. Nous disons que nous sommes dépendants, même si on enlève le franc CFA aujourd'hui. Tant que vous produisez les matières premières de manufacturation, vous serez toujours dans le syllogisme du franc CFA. Je suis d'accord avec lui. Mais il ne faudrait pas que notre industrialisation soit faite comme une conséquence, comme une vengeance de l'industrialisation occidentale. Nous allons nous retrouver avec chacun qui a une industrie. C'est ce que les Occidentaux ont fait chez nous. Le Gabon fait le cacao. Le Côte d'Ivoire fait le cacao. Oui. La Guinée fait le cacao. Tel fait le cacao. Nous cherchons des adéquations. Ils ont fait de l'or qui n'existe que chez nous. L'ustensile d'échange. Aujourd'hui, l'or a profité à celui qui s'était dit qu'il va reconstruire l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Le premier débat qu'il y a eu avec Kadhafi, c'était là. Je prends des choses aussi simples pour terminer quand on fait les tontines. C'est ce sort de banque. Quand on va chez lui, c'est sa nourriture qu'on mange. Oui. Les 4 000 francs qu'on met sur la ration, ça reste chez ta femme, non? Tout à fait. Kadhafi avait posé un truc simple. Si nous voulons que tout le monde soit développé, les services doivent se partager de façon tournante. C'est ça. Si on faisait rien que l'Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes 180 pays, non? On est déjà là, on est déjà au 97, je ne sais pas, 80e. On aurait déjà atteint le développement de 80 pays dans le monde hors Europe. Parce que chaque année, vous ne vous en rendez pas compte, vous dépensez l'essentiel de la bonne production qu'on appelle monnaie aux États-Unis pour aller à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous vivez dans leurs hôtels, c'est des services, vous faites ceci, c'est comme dans ton village. Le gars qui a la boutique, pendant que tu vas au champ chaque matin à 5h30 pour aller faire le cacao, dont la production va te donner l'argent dans 9 mois.
tu prends le crédit chez le gars qui est assis en mangeant les arachides. Quand tu finis de produire, tu rembourses tout son argent. Et tu reprends encore le cycle pour aller faire quelque chose qui ne t'appartient pas. Nous disons aux États africains, surtout à vous les émergences, il faut avoir le courage de reformater les ustensiles de domination en votre faveur. Merci. Et ça commence par les systèmes d'éducation. Ça commence par la capacité de l'Africain à se renouer avec la nature. Ça commence par la prise de conscience qui voudrait que si c'est le pétrole que le monde occidental a besoin, qu'on soit ensemble. Et ça, c'est encore difficile parce que quand on a mis les différences ensemble, celui qui tient ces différences dans les critères de convergence, c'est encore celui qui vous a validé. Prenez simplement conscience pour le moment. On ne soigne pas en 5 minutes une maladie que l'on traite depuis 480 ans. Ça va aller doucement, doucement, en fonction des hybridations, parce qu'il y a une opinion occidentale aujourd'hui, presque à 40%, qui est dans la même logique que les opinions africaines aujourd'hui, qui disent que ce n'est pas normal ce qui est en train de se faire. Merci. Donc, ce pont. On va parler à notre avis, puisque malheureusement la dernière production de Ourou tire vers la fin. Jean de Dieu Vouna, on aura beau tout dire que nous sommes captifs, nous sommes justement victimes d'un plan Oudji depuis 80 ans, mais nous avons aussi quand même nos torts qu'il faut reconnaître. Lorsque nous ne sommes pas développés dans le CFA et que ce maigre CFA qui peut servir à construire une route est utilisé pour payer un champagne, est-ce que c'est la faute au colon? Non, vous posez une question pour essayer de nous faire passer pour créer la victimisation. Oui, je dirais même pour nous distraire. Moi, je voudrais te dire. Non, c'est pas une question. Il n'y avait pas moyen. Je vais vous dire deux choses. C'était conjoncturel à l'époque. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y, dites-nous. Pour qu'un pays soit, une monnaie soit soutenable et souveraine, elle repose sur 2 pans. L'industrialisation, comme a parlé Timothée Somba, et vous allez constater que toutes les banques occidentales ou dans le monde sont tenues par les industriels. Pas par l'État, pas parce que c'est l'État qui a la pierre, la planche à monnaie. Non, la planche à monnaie fonctionne en fonction des industriels. Ce sont les patrons de la monnaie, c'est pour ça que c'est eux qui commandent. Et c'est pour cela que ils ont carrément tué notre vision industrielle. Quand Timothée Tomba parle de la souveraineté énergétique, c'est impératif. Mais vous ne voyez pas que ça craint ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on franchit ce cap, c'est terminé. Nous aurons. Mais maintenant, notre pan qui est beaucoup négligeable, c'est que chaque monnaie souveraine a pour garantie l'or. Pas le minerai, pas n'importe quel minerai. Non, l'or. Ils ont pris nos réserves d'or. Ils ont encore demandé qu'on aille garder notre or à New York. Écoutez. À la FedEx. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas moyen de vous développer. Quand votre or, parce que de vous moderniser. Non, je préfère. Bon, au choix du doyen. Mais je dis, quand votre industrialisation, les industriels ne sont pas des nationaux, c'est des multinationales. Et que votre or, le peu que même qu'ils vous donnent, ça veut dire que, d'ailleurs, ils vous crient. Mais maintenant, le peu qu'ils vous donnent, ils vous disent que non. Au-delà de 50% du CFA que vous avez vendu, votre or, ce n'est pas bon. On risque. Donc je garde mon or. Permettez-moi. Le discours n'est pas le discours de l'excuse facile. Non, c'est pas le discours. Non, ce n'est pas. Celui qui n'a pas compris. Je vais prouver donc maintenant comment est-ce que ce que je dis est réel. C'est pas l'excuse facile. Dès lors que le Mali, Assimi Goïta est arrivé par coup d'État, il a renationalisé son or. La France a des problèmes. Énergie surtout. Au niveau énergétique. Dès que le Burkina Faso a suivi, comme mon or, je le nationalise, je contrôle et je choisis à qui je vends. La France a des problèmes. Pourtant, ils ne sont pas sortis du franc CFA. Donc, avant même la sortie officielle du franc CFA, il faut mettre en place des mécanismes de pouvoir. Des instruments de pouvoir, c'est-à-dire quoi? Récupérer notre or, c'est-à-dire on ne le vend plus. Regardez le Ghana, je le disais tantôt. Le Ghana a sécurisé la
production artisanale, pas semi-industrielle ni industrielle. Là, et cette année, qui lui a donné 5 000 milliards de francs CFA. Avec 5, si c'était au Cameroun, c'est que nous ne sommes pas en crise. Une économie qui fonctionne sur l'impôt, sur la douane. Mais attends, ça va donner quoi? Il faut donc créer des mécanismes. C'est-à-dire, notre monnaie, comme le disait Essomba, ne peut être garantie que toutes les monnaies souveraines au monde, c'est l'or qui garantit. Parce que l'or ne déprécie pas. L'or reste l'or. Tant que c'est gardé là. Comment quelqu'un peut me dire que une chose que mon frère ne peut pas, mon cousin du village, parce que si j'ai de l'or de moi, chez moi, mon cousin qui ne connaît pas la valeur de l'or ne peut pas voler. Pourquoi aller garder l'or, cacher ça à New York? Ou mon frère ne peut pas voler. Qu'est-ce que notre or fait à New York, je sais pas, aux Émirats Arabes Unis, ou au Bangladesh, en Suisse? Comment pouvons-nous donc devenir industriels si notre or qui garantit tout? Parce que la richesse, c'est l'or. La richesse, ce n'est pas tout. Même le diamant est garanti par l'or. Toutes les autres richesses sont garanties par l'or. Alors pourquoi notre or est dispersé dans le monde? Bonne question. Revenons donc à ce que M. Senghe disait. Je vais chuter. Je chute en disant que les mécanismes qu'il faut aujourd'hui comme solution, c'est couper les circuits d'or de clandestinité en Afrique centrale, garantir notre nationalisation de la production de l'or, maintenant lancer le chantier industriel parce que nous aurons déjà. Pourquoi? Parce que avec une tonne d'or qui me donne 80 milliards, je prends la tonne d'or, je donne à la Chine en contournant la France et il me donne le matériel pour le barrage. Vous avez une lecture assez superficielle. Non, c'est simple. Il faut le dire comme ça. Il faut le dire comme ça. Il faut le dire comme ça. Simon Senghe, je me tourne vers vous. On est dans les esquisses de solutions quant à une problématique dont tout le monde est conscient qu'elle est plutôt appauvrissante pour le continent africain. On parle du CFA. Qu'est-ce qu'on fait? Des énergétiques, combat pour la réappropriation de l'or. Monsieur Messenge, vous proposez quoi? Je dois dire qu'il y a deux aspects sur lesquels nous devons être d'accord. Premièrement, nous sommes dans un monde planétaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être isolés des autres continents. Mais nous sommes le pôle d'attraction. Il faut se dire une chose, c'est que nous dépendons, il y a une interdépendance. Ce qui pose problème ici, c'est quoi? C'est que l'interdépendance au niveau de l'Afrique est biaisée par des composantes comme le franc CFA, qui est un outil d'échange atypique. Je préfère le dire ainsi. Premièrement, le président camerounais a fait un discours en décembre 2023, en marge du sommet de la US-Afrique. Et il dénonçait le système d'endettement que les autres pays font. Je le dis parce que Timothée Essomba venait de parler de l'énergie. Je ne suis pas en cas de figure. Vous croyez que le Cameroun ne construit pas les barrages à cause de quoi? Parce que, premièrement, l'endettement, je voudrais dire quoi? C'est l'usure. C'est même pire que l'usure. On vous prête de l'argent aujourd'hui, puisque quand vous voulez, on s'endette pour pouvoir construire des barrages et autres. Je prends par exemple le Grand Théon qui a 1800 MW. Pourquoi on ne peut pas construire ça? Pourquoi? Parce que de un, pour nous endetter, d'abord celui qui bat monnaie à notre place, c'est notre garant. C'est la première des choses. De deux, les endettements à long terme des pays africains ne les ont pas. Pour construire un barrage de 1800 MW qui est de 2000 milliards de francs CFA, prenons ça comme ça, aucun bailleur de fonds ne va vous donner ça sur 20 ans. Il vous dit non, c'est 4-5 ans. Et il vous dit que la garantie, c'est la bourse de Betareya. Un président sérieux comme le président Cameroun ne va pas accepter ça. Il préfère commencer par des petits barrages de 500 MW où on lui dit ainsi de suite. Pourquoi l'autoroute de Yaoundé Douane ne finit pas? Je vais vous dire, non, attendez, mais nous sommes en Africa, on doit se dire les vérités. Écoutez, c'est parce que justement nous ne voulons pas percer l'abcès. On veut rester dans l'autoflagellation. Le problème c'est quoi? C'est que quand on met en place l'autoroute, on vous dit que le système électrique est déjà là. Après on vous dit en tant que non. Comment on voit que justement, le truc Yaoundé Douala, c'est là
vraiment très rentable pour le Cameroun, on vous dit que non, à 60 km, on arrête. On vous donne plus d'argent. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu donner tout l'argent de trucs. Non. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'autoroute est arrêtée? Je vous dis, c'est la principale raison. On a décidé de financer les trucs par étapes. Et on se rend bien compte que le corridor Yaoundé, qui vient de Douala ou de Kribi jusqu'au pays de l'Interland est rentable pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit que non. C'est maintenant le PPP, c'est-à-dire que le partenariat privé, on invente tout. Parce qu'en réalité, le problème est le suivant. Quand vous voyez la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et autres, ce sont des commerçants. Tous ces mondes-là, ils sont que pour l'intérêt. Et donc le problème est le suivant. Il faut aujourd'hui, et c'est pour ça que ce qui se passe à la CEMAC aujourd'hui est une révolution. La révolution, pourquoi? Parce que seul un pays africain qui sort seul du truc, c'est fini. C'est un pays qui va imploser. Parce que cette histoire de franc CFA a été très bien huilée. En revanche, en la zone CEMAC, il y a un processus qui s'est mis en place depuis 2022. Et ça s'est mis en place depuis 2022. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec la Covid, l'une des, on appelle ça comment? L'une des leçons que la CEMAC tirait à la Covid, c'était justement cette histoire de la monnaie. Qu'à un moment donné, on peut avoir un problème grave et qu'on soit en train d'aller supplier une banque centrale pour nous permettre d'échanger avec les partenaires, avec une nombre de problèmes, mais eux avec qui ils ont des problèmes. Ils mettent donc en place justement la fusion de la CEMAC et de la CEAC. Ça veut dire qu'une zone économique et monétaire a 11 États. Pour deux raisons, ils le font. Première raison, c'est quoi? C'est que... Vous avez chuté, Simon. Oui, justement, c'est la principale solution. Oui. La principale solution. Dites-le. Elle est de quoi? Elle est de ce que, aujourd'hui, par exemple, au niveau de la CEMAC, le Cameroun est seul à pouvoir supporter des États, tous les autres États qui n'ont, aujourd'hui, qui sont restés dans un système économique, que je dirais, un système économique vraiment osé, où on a adossé son économie sur une seule rente, la rente pétrolière. Et donc, à chaque fois, le Cameroun est obligé de subir les subventions des autres parce que nous devons être la garantie des autres partenaires internationaux. Mais avec les 11 pays, des pays comme la RDC, des pays comme l'Angola, des pays comme le Rwanda et autres, il y a au moins 4 ou 5 géants qui vont soutenir les autres à niveler les économies. De deux, on ne sera plus à avoir affaire à une banque centrale intermédiaire qui nous dicte sa façon de faire. Qui sait que pour que j'accepte ce crédit, il faut que cela me serve. Si ça ne me sert pas, alors je n'accepte pas. On commence à vous dire que non, on va vous prêter l'argent à des taux vraiment, on appelle ça des taux usuriers. Et donc le problème aujourd'hui, le problème central de l'économie des pays d'Afrique centrale, des pays de la zone franc, c'est de déstabiliser, de désorganiser le franc CFA et de faire des monnaies afro-africaines où aujourd'hui un partenaire vient c'était avec vous. Sans un autre partenaire à côté, il vous dit que si vous ne signez pas ma part, vous n'aurez rien. C'est ça la question. Que ce soit les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Russes, tout ce monde-là bénéficie du franc CFA aujourd'hui. Merci Simon. On a compris que pour vous, il fallait la monnaie intermédiaire que le Sango pourrait représenter déjà. Pour Jean de Dieu, là-bas, c'est autre chose. Jean-Maurice Mbok, pour vous, c'est quoi lorsqu'on évoque la préoccupation qui est celle du franc CFA et comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Écoutez, l'Occident, quand ils ont un intérêt qui est clairement défini, ils savent se mettre ensemble pour le poursuivre. Exact. Le problème de l'Afrique, c'est que au lieu de poursuivre l'essentiel, qui est une réelle décolonisation, parce que la première décolonisation, c'est qu'on vous met la corde au cou, et ce n'est que la chaîne en fait qu'on tire, qui est rallongée, mais on vous tient toujours. Il faut aujourd'hui que tous les pays d'Afrique comprennent bien qu'on ne peut pas tous se développer au même moment de la même manière. Il y a toujours ceux qui sont déjà en avant, qui ont pris une avance, et il faut les suivre. On parle de l'or. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud, qui est le numéro 1 aujourd'hui dans le monde, a fait? Créer sa banque centrale, stocke ses dépôts d'or dans sa banque centrale, bat sa monnaie, et à partir de sa capacité, peut interchanger avec les autres sans leur poser la moindre question. Timothée Somba dit quelque chose qui moi j'ai acheté tout de suite. Il faut de la malice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a signé des conventions entre nous et la France qui ont été entérinées par l'ONU.
Ça veut dire que nous sommes tenus par ces conventions, d'une certaine manière. Mais on a le droit, et on l'a vu avec la réduction des dépôts. On était à 50%, maintenant c'est descendu, je crois, à 35%, et on est en train d'évoluer. Mais c'est de la malice qui fait donc que on vous dit, soit on procède par un coup d'État, comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est un coup d'État organisé, je dis soit, qui est organisé. C'est vrai que c'est pas Non, mais une situation qui met quand on dit la malice, si le mot vous dérange, il n'y a pas de souci. Il y a des révolutions de palais qui sont organisées de manière... Non, de la démocratie encore. Il parle de réalité. Monsieur Somba va conclure. Je suis en train de dire, la malice, aujourd'hui, nous impose de penser à nos enfants. Oui. Et non à nous. Nous devons nous sacrifier pour nos enfants. Et pour le faire, on doit soit créer une réelle unité africaine, où on accepte un État comme l'Afrique du Sud, qui est la première économie, ou le Nigeria à côté de nous, qu'on les mette comme locomotive et on les suit. Mais on sait que derrière, on a un objectif. Quand on crée une banque centrale, comme ce que Kadhafi voulait créer, et qu'on décide de... création au Cameroun, Non, je te fais dire qu'il voulait. Laissons l'autre là, pour qu'on ne nous torpille pas encore. C'est qu'il voulait créer, et qu'on décide que nos réserves d'or sont placées à cet endroit. À un moment donné, quand vous avez la matière qu'il vous faut, vous avez suffisamment de partenaires parallèles qui vous accompagnent dans vos initiatives, et vous vous cachez même, parce qu'aujourd'hui, dans la dynamique des fusions et des coopérations dans les différents blocs en Afrique, la CEMAC est dernière. Parce que quand vous allez à la SADC, je vous promets, c'est intentionnel que l'Ouganda soit devant. C'est intentionnel que le Kenya, l'Éthiopie, dans les secteurs particuliers, l'Éthiopie est au niveau de l'énergie parce que l'Ouganda l'a voulu. Ils ont leur parce monnaie. que le Kenya l'a voulu. Mais ça se construit. Le Ghana a sa monnaie. Pour que le Ghana arrive à faire cette réserve d'or, souvenez-vous que l'année dernière, le FMI lui a posé une obligation de s'endetter. Le Ghana est endetté aujourd'hui au FMI. Et là, ils ont compris que pour sortir définitivement de la relation avec ces gens, bloquons notre or. Parce que le but était qu'ils amènent l'or aux États-Unis. Ils ont bloqué leur or. Ça a créé des problèmes que ça a créé. Ils ont dit, on rembourse à notre temps, à notre époque. Donc, ce que je veux dire, Stéphane, pour chuter, même comme je suis toujours celui qui a le souci, c'est qu'il faut rappeler qu'il faut, 1, de la malice, 2, s'organiser de manière méthodique pour sortir et déchirer tous ces contrats, comme eux, ils ont organisé de manière méthodique pour attacher ces contrats-là. Troisièmement, accepter de suivre ceux qui sont déjà devant, ceux qui sont déjà avancés. Et puis, quatrièmement, pouvoir s'éviter en interne des disparitions de 15 kilos d'or sans qu'on ne sache où c'est parti. Merci. Oui, c'est un travail qu'il faut faire en interne de manière 15 tonnes merci. d'or qui ont disparu. Il faut 12 000 milliards. À un moment donné, il faut se dire que on doit travailler dans ce pays, les pays de la CEMAC, pour nos enfants. Ce n'est pas que pour nous. Merci. C'est pour nos enfants. Timothée Somba, il vous reste à peine 1 minute 30. Le mot de la fin. Oui, les 1 minute 30, je pense, suffiront. Aujourd'hui, l'enjeu est l'éducation citoyenne. C'est tout. Parce que les dirigeants africains essaient de slalomer entre deux contre-courants. Le contre-courant néocolonial et le contre-courant d'un peuple qui parfois ne comprend pas. Le doyen a parlé de la refonte des systèmes éducatifs. Oui. Il faut que les populations africaines comprennent que pour soutenir nos chefs, nous devons être derrière eux. Si le peuple libyen n'avait pas livré Kadhafi, Kadhafi ne serait pas tombé. Si les Camerounais, certains, n'avaient pas obéi au mot d'ordre de la crise, au mot d'ordre post-électoraux, on n'aurait pas perdu près de 12 milliards en 2 jours ou en 1 semaine de ville morte, qui constitue un frein au développement. Les dirigeants africains, pour la plupart, sont des visionnaires. Mais ils ont compris que face à l'ordre d'en face, il faut la malice. Maintenant, les peuples africains doivent comprendre quel est leur devoir. C'est de cesser d'auto-flageller les dirigeants, d'auto-flageller l'Afrique et de constituer un bloc derrière nos dirigeants. Si nous sommes un bloc derrière nos dirigeants, si nos dirigeants sont sûrs que le peuple les soutient,
ils n'auront pas peur de prendre certaines décisions. Merci Timothée Somba, c'est une excellente chute pour, je l'ai dit, le dernier plateau de Ouro Africa en 2025. Soutenons les dirigeants, Jean-Moïse Mbok, mais il faudrait aussi que les dirigeants eux-mêmes prennent conscience de la responsabilité qu'il a leur lorsqu'on va bâtir, lorsqu'on va projeter véritablement le continent africain vers l'émergence tant souhaitée et tant voulue. On va dire merci à tous ceux qui, durant ces 365 jours, ont pris la peine de nous écrire, de réagir à ce qui a été dit sur ce plateau. Rassurez-vous, le travail continue en 2026, toujours pour l'éveil de conscience africain, puisque Ouro Africa, c'est l'essence même de l'éveil de conscience africain. Très bonne année par anticipation et retrouvons-nous en 2026, toujours dans le même concept. Bien le bonsoir.